Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Siena IM consacré aux perspectives de votre épargne en 2024. On va vous parler du contexte macroéconomique et de marché, de ce que l'on peut attendre aussi pour la suite de 2024. On verra aussi quelles sont les convictions de Siena IM et comment ça se traduit dans les fonds du gérant. Tout cela avec nos deux invités qui vont rythmer donc ce webinaire. Tout d'abord Xavier Collot. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de l'expertise gestion cotée de Siena IM. Vous nous direz comment Siena a traversé 2023 et comment la société de gestion aborde l'année qui commence. On vous retrouve ensuite David Taïeb. Bonjour David. Bonjour Vincent. Directeur des investissements de l'expertise en gestion cotée toujours de Siena IM. Alors vous, ce sera le point macroéconomie, l'état des marchés. Petit retour sur 2023 quand même, ça a été une année où il s'est passé beaucoup de choses. Et puis que nous réserve 2024 en termes de croissance, de politique des banques centrales. Tout le monde regarde les banques centrales en ce moment. Xavier Collot, vous reviendrez ensuite pour évoquer les grands dossiers sur lesquels Siena IM va travailler en 2024. Voilà pour le programme de ce webinaire. C'est parti. La première séquence de ce webinaire, c'est donc avec vous Xavier Collot pour une petite entrée en matière. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes stratégies de l'expertise en gestion cotée de Siena IM? Vincent, les grandes stratégies. Peut-être juste un petit focus. Oui. Siena IM, c'est 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis sur différentes expertises. Nous sommes une plateforme pan-européenne de gestion d'actifs qui embrasse les actifs cotés et non cotés, donc important de le rappeler. Sur le volet plus actifs cotés, nous couvrons des actifs dits blend, diversifiés, actions et taux, et enfin des fonds très thématiques sur l'ensemble de la courbe rendement-risque, que ce soit des produits bas de courbe, des produits de thématiques sur les tendances, sur l'emploi santé, sur le bas carbone, la transition climat, et aussi des nouveautés depuis peu, puisque nous faisons des fonds hybrides, des fonds qui vont associer soit de la dette et du côté, soit du capital investissement et du côté, qui permettent de répondre aussi à des thématiques à travers l'impact social, qui va associer du crédit et des actifs cotés, ou des fonds de type evergreen, qui vont associer du private equity, du capital investissement et des actifs cotés. Donc, des nouveautés, bien entendu, qui nourrissent le moteur de Siena au titre de son activité de gestion d'actifs. Voilà. Et tout ça, c'est un peu plus de 20 milliards, c'est ça? 22 milliards sur les 34 de Siena IM dans son intégralité. Quel bilan tirez-vous de 2023? Comment ça s'est passé pour vous, 2023? Alors, une année complexe, au dire des gérants. Il suffit de voir la volatilité sur les marchés, le contexte géopolitique, bien entendu, la remontée des taux qui a été extrêmement forte, mais une année de performance boursière extrêmement forte, puisqu'on a tous vu le rallye de fin d'année 2023. Comment ça s'est passé chez Siena Gestion? Globalement, une très belle année en performance, bien entendu, puisque nous avons atteint notre feuille de route sur l'atteinte de plus de 70% de nos stratégies de gestion sur le premier quartile, accumulé depuis 2022. Donc, je suis très satisfait du travail réalisé par l'ensemble des équipes. Un niveau de collecte très satisfaisant au regard de cet environnement de marché, bien entendu, en 2023, et des perspectives qui sont les suivantes. On pense à un atterrissage en douceur de l'économie, avec une baisse significative de l'inflation. On se positionne plutôt sur les obligations d'État et d'entreprise du fait de la baisse des taux. On reste très opportuniste sur le marché, bien entendu, et on reste une part prépondérante sur les actions. Alors ça, David Taïeb nous en dira beaucoup plus là-dessus. David vous dira tout ça précisément, bien entendu, par la suite. Dans quelques instants. Alors, dès 2022, vous avez commencé à transformer en profondeur votre gamme de fonds. Est-ce que ça s'est traduit par plus de labels? Alors, les labels font partie du cœur de notre gestion, puisqu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, 70% des actifs sous gestion dans les actifs listés de Siena IM sont labellisés ISR. Donc, juste pour vous dire, donc, nous sommes un acteur significatif en matière de labels, de gestion sous investissement socialement responsable, mais également de labels au titre du comité intersyndical de l'épargne salariale, qui est important parce que nous avons 17 fonds labellisés, pratiquement l'un des acteurs les plus labellisés sous l'angle de l'investissement socialement responsable pour le comité intersyndical de l'épargne salariale. Finansol, domaine du solidaire, sur lequel nous sommes très en pointe. Et enfin, le label Greenfin, qui est un label à la mode dans le cadre de la transition juste, auquel nous aspirons tous, bien entendu, en tant que citoyens.
Xavier Collot, merci beaucoup pour cette entrée en matière. On vous retrouve tout à l'heure pour évoquer votre feuille de route pour cette année qui commence 2024. Mais tout de suite, on fait le point sur le contexte macroéconomique et de marché de ce début 2024. Croissance, taux d'intérêt, performance des fonds de Siena IM. Comment s'est passée l'année 2023? On voit ça tout de suite avec vous, David Taïeb. Avant de se projeter sur 2024, un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur ce qui a marqué ces derniers mois. Tout d'abord, sur le plan économique, on a beaucoup parlé de récession. Enfin, il y a un an, on parlait de récession. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de récession. Il n'y a pas eu de récession, oui. Finalement, le scénario du pire n'a pas eu lieu, j'allais dire. Souvenez-vous, fin 2022, beaucoup d'économistes, de stratégistes prévoyaient le basculement de l'économie mondiale en récession. Et ce scénario du pire n'a pas eu lieu. Alors, on sait pourquoi. Principalement, la croissance mondiale, elle va finir autour de 3%. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais sûrement autour de 3%. Principalement tiré par les États-Unis. Moteur de la croissance mondiale. Les États-Unis, on sait pourquoi, les plans de relance successifs, dans un premier temps post-Covid par l'administration Trump, puis par les administrations Biden, ont injecté jusqu'à 6% de la richesse nationale dans la relance de l'économie. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quasiment le double de ce qu'il a fallu pour sauver le système bancaire américain au moment de la faillite de Lehman Brothers. Donc c'est gigantesque. Si vous associez ça à une bonne maîtrise des coûts de l'énergie, je rappelle que les États-Unis sont le premier producteur mondial grâce au pétrole de schiste, vous obtenez du côté des entreprises une parfaite compétitivité des produits américains. À cela s'ajoute évidemment sur le plan de la consommation intérieure des consommateurs américains qui sont encore très actifs, tout à fait. Je rappelle que le taux de chômage est extrêmement faible. Et le marché de l'emploi tourne en plein régime. Et le marché de l'emploi tourne en plein régime. Donc vous avez comme ça une économie américaine qui a l'idée, entre guillemets, l'économie mondiale et qui a tiré l'ensemble des pays développés à la hausse. Donc on a été loin d'une récession aux États-Unis. Tout à fait. En Europe, ça a été aussi plus compliqué. Tout à fait. En Europe, le marché a été plus compliqué, l'activité plus compliquée. On devrait flirter avec le 0 plus. Tout juste, encore une fois, on n'a pas les chiffres définitifs. L'Europe a été entraînée, fragilisée notamment par l'Allemagne, principalement, son industrie. Le modèle allemand a été mis à mal, je dirais. Alors, à cause de la guerre en Ukraine qui a réenchéri les coûts de l'énergie, évidemment. Et puis aussi parce que l'Allemagne a eu du mal à exporter, notamment dans les pays émergents et notamment en Chine. Et parlons justement sur la Chine. C'est une énorme déception pour 2023. Je rappelle que l'indice phare des valeurs chinoises a baissé en 2023 de près de 15%. Et que depuis le début de l'année, il continue d'être dans le négatif. Ça continue. Alors si on regarde l'économie chinoise sur ces deux jambes, la partie exportation et la partie consommation intérieure, on a sur les exportations des difficultés parce que le commerce international ralentit, d'une part, parce que la Chine doit faire face aussi à l'émergence de la concurrence d'un certain nombre de nouveaux pays également émergents. Je pense au Vietnam, par exemple, à l'Inde ou même au Brésil, dont les prix sont de plus en plus compétitifs. Et puis, dernier phénomène pour la Chine et ses exportations, un phénomène à mon avis plus structurel, c'est la démondialisation ou la relocalisation un petit peu des industries sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu du carbone, mais qui pénalise évidemment la Chine. Sur la deuxième jambe de la Chine, la consommation intérieure, là aussi la Chine est fragilisée parce que liée au surendettement de son secteur immobilier. Et quand vous savez que l'épargne d'un consommateur chinois est construit de 90% d'immobilier, c'est énorme. Vous comprenez très vite que si l'immobilier ne va pas bien, le consommateur chinois a du mal à se projeter et donc a du mal à consommer. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle morosité, je dirais, sur l'économie chinoise. Autre fait marquant en 2023, ce sont les difficultés de certaines banques régionales américaines. Ça a créé des turbulences. Oui, effectivement, on l'a très vite oublié, mais 2023 est une année assez atypique.
on a eu d'un côté des faillites bancaires. Alors, l'épisode le plus emblématique, c'est celui du début d'année, février-mars 2023. Beaucoup de banques régionales mettent la clé sous la porte. La Silicon Valley Bank, dont SVB, on n'avait jamais entendu Silicon Valley parler, Bank, Je sais pas vous, exactement. mais moi, jamais. Ouais. Et donc, met la clé sous la porte, fait faillite. On a eu un deuxième épisode au milieu de l'été qui est la faillite de Crédit Suisse. Voilà, plus Souvenez-vous, proche de nous. plus proche de nous, racheté par son meilleur ennemi, UBS. Mais donc, ces événements-là ont apporté énormément de stress au marché, Eh oui, on a eu énormément peur. de volatilité au marché, et donc ont engendré comme ça des perturbations au courant de l'année. Et à l'opposé de ça, on a des tas d'entreprises dans différents secteurs plus traditionnels, les industries, la technologie par exemple, qui ont annoncé de très bons résultats tout au long de l'année. Alors certes, un peu moins bons à la fin qu'au début, mais globalement avec des niveaux de marge tout à fait satisfaisantes et des résultats qui ont été au rendez-vous. Donc on a comme ça une année 2023 un petit peu atypique, je dirais. Contrasté, ouais. Pendant ce temps, les banques centrales ont continué de relever leur taux pour combattre l'inflation. Exactement, ça a été Et ça a aussi marché, une année. d'une certaine façon. Voilà. Ça commence à marcher, effectivement. Ça a été une année banque centrale, vous avez raison de le rappeler, Vincent. Alors, en lien avec la lutte évidemment contre l'inflation. Voilà. Les banques centrales ont durci les conditions financières de deux manières. La première, en augmentant les taux d'intérêt directeurs. Je rappelle qu'on est passé de 0 en Europe à 4%, et puis qu'on est passé de quasi 0 à plus de 5% aux États-Unis et en Angleterre. La deuxième, on y est toujours d'ailleurs. Enfin, on y est toujours. On en parlera en 2024. Et la deuxième facteur, c'est la réduction des liquidités. À la suite du Covid, les banques centrales avaient longuement emmené et abreuvé le marché de liquidités. Et donc la conjugaison de l'effet des taux directeurs, augmentation des taux directeurs, plus la réduction des bilans des banques centrales, a pour objectif finalement d'impacter l'activité, de réduire l'activité en espérant réduire les prix, les impacts sur les prix et sur l'inflation. À ce titre, d'ailleurs, je rajouterais que c'est vrai, les banques centrales commencent à gagner cette bataille. On est parti en 2023 avec une inflation autour de 7, 8, 9%, et puis on finit l'année 2023 autour de 3%. Donc je dirais que la guerre n'est pas terminée, la guerre continue, ça a été rappelé par les banquiers centraux, mais l'ennemi est affaibli. A été fait, absolument. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir quel a été l'impact justement de cet environnement sur vos fonds. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance pour les fonds Siena? Alors 2023 a été un bon millésime, un bon cru, après un bon cru 2022, 2023 l'est aussi, je crois que Xavier l'a rappelé tout à l'heure. On a pu positionner un peu plus de 2/3 de nos fonds dans le premier ou le deuxième quartile des grandes plateformes de suivi des fonds du type Morningstar ou Cantalis. Donc c'est un très très bon millésime. Alors comment on a fait ça, vous allez me dire? Oui, comment avez-vous fait? Eh bien, je pense qu'on s'est très vite en fait extrait du scénario du pire qu'avaient prévu les économistes. Vous avez été optimiste. Pour être un peu plus optimiste. Ça a été payant. Et ça a été payant. C'est-à-dire qu'en réalité, on a plutôt été acheteur de marché, acheteur de risque, acheteur des actions quand le marché voulait en vendre. Et à l'inverse, on a plutôt été en train de vendre ces actifs-là, ces actifs risqués, quand le marché voulait les acheter. Et donc c'est cette stratégie un peu contrariante finalement qui a permis d'apporter de la valeur ajoutée à tous les fonds et qui nous a permis de gagner entre guillemets des parts de marché vis-à-vis de nos concurrents et de positionner nos produits soit dans le premier quartile, soit dans le deuxième quartile. Bon, on a fait le tour de 2023 ? On a fait le tour de 2023. À suivre, votre vision de 2024. À tout de suite. Qu'attendre de la croissance des banques centrales, des différentes classes d'actifs en 2024 ? On poursuit donc avec vous, David Taïeb. Alors tout d'abord, quelles vont être les grandes tendances à l'œuvre en 2024 et au-delà d'ailleurs ? Alors, on identifie trois principales grandes tendances pour 2024, mais c'est vrai. Les fameuses méga tendances ? Les méga tendances, d'accord. Voilà, tout à fait. La première, c'est la gestion des transitions pour nous, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient écologiques ou sociales, sociétales. Ce phénomène a commencé il y a quelques années, il devrait se poursuivre en 2024
mais aussi au-delà de 2024, très clairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est tout ce qui a trait au numérique, la gestion et la transition du numérique, un élément important, notamment avec l'apport et l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui va bouleverser notre quotidien. C'est ce qui a marqué tout 2023 d'ailleurs. ChatGPT, on a vraiment réalisé l'émergence de ChatGPT, je me rappelle, fin 2022, mais tout début 2023, et ça s'est encore perfectionné depuis. Tout à fait. Je pense que notre quotidien sera bouleversé depuis les chaînes de production, de montage, jusqu'aux applis de consommation. C'est une tendance qui va rester aussi bien en 2024, mais aussi au-delà. Et puis je finirai par une troisième qui pour moi est essentielle, c'est ce phénomène de démondialisation en réalité, de relocalisation des industries, évidemment sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu du carbone. Il est maintenant plus tolérable, plus possible qu'un produit fasse 3 fois le tour du monde avant qu'il soit consommé dans un endroit bien précis. Les consommateurs ne veulent plus de ça, quoi. De moins en moins en tout cas. Donc ces 3 tendances en fait nous animent chez Sienna IM pour construire des produits à destination de nos clientèles. Bien, alors on va parler de vos scénarios macroéconomiques, scénarios de taux aussi, de taux des banques centrales en 2024. Début 2023, vous le disiez tout à l'heure dans la partie précédente, tout le monde disait qu'il va y avoir une récession, finalement elle n'est jamais arrivée. Qu'est-ce que vous nous dites maintenant, début 2024 ? Alors, notre scénario économique privilégie un ralentissement modéré de l'activité, modéré de croissance, et puis en associant une décrue lente mais certaine de l'inflation. On pense que l'inflation, la cible des 2%, tant décriée par les marchés, mais appelée par les banques centrales, sera atteinte en fin d'année. Je le rappelle, c'est 2%, peut-être un peu avant, au T3. Ce scénario-là, il est plus optimiste que le consensus. D'accord. Donc vous restez plus optimiste que les autres. Oui. En 2024 aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on pense que la baisse des coûts des entrants, notamment la baisse des matières premières, de l'énergie, des matières agricoles, des métaux ferreux également, toutes ces baisses des matières premières permettront aux entreprises de conserver des marges tout à fait acceptables et de publier tout au long de l'année des résultats tout à fait satisfaisants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une période de baisse de l'inflation, on aura en face de ça des négociations d'augmentation de salaire qui vont arriver entre maintenant et le mois de juin à peu près, et qui vont certainement apporter du pouvoir d'achat supplémentaire aux consommateurs. Et donc vous avez comme ça une économie qui risque d'être soutenue à la fois du côté des entreprises, mais aussi des consommateurs. Donc on pense que finalement la croissance de 2024 devrait être à peu près identique à celle de 2023, mais je le rappelle, c'est un positionnement un peu plus optimiste que n'est le consensus aujourd'hui. Vous voulez dire un petit mot de la Chine aussi, il me semble ? Oui, la Chine, dans cet environnement-là, devrait ressembler aussi à 2023, malheureusement, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc ça va rester terne du côté de la Chine, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Sauf, peut-être, la lueur d'espoir, ce serait que le gouvernement chinois mette en place un plan de soutien, un plan de relance à destination de sa population locale, de manière à soutenir son économie. Il faudrait le faire aussi un peu avec une baisse des taux pour soutenir un peu le crédit. Mais ça pourrait être un bon challenger, je dirais, pour 2024, la Chine. Alors voilà pour le cadre macroéconomique de 2024. On va maintenant passer aux différentes classes d'actifs. Qu'est-ce que l'on peut attendre justement, à commencer par les obligations. Qu'est-ce qu'on peut attendre des obligations en 2024 ? Alors les obligations, on en a depuis un certain temps dans les portefeuilles, dans nos allocations. On continue de les porter. On aime les obligations, que ce soit des obligations d'État ou les obligations d'entreprise. D'accord. Pourquoi on aime les obligations ? Parce que, évidemment, si le scénario de baisse des taux directeurs des banques centrales qui devrait arriver cette année se met réellement en place, ça permettra de soutenir la valorisation des obligations. Voilà. Et quand les taux baissent, la valeur des obligations remonte. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et si vous associez cette partie-là à un bon niveau de coupon, en réalité, vous obtenez globalement une classe d'actifs qui est attractive. D'accord. Qui répond aux objectifs de rendement, mais aussi de stabilité d'une allocation ou même d'une épargne. D'accord. Donc on aime les obligations, on ne prévoit pas de choc systémique dans les obligations,
Le point de vigilance pour nous, c'est plutôt sur les bilans bancaires cette année, où on pourrait observer une augmentation du coût du risque en raison des différents financements que les banques ont fait ces dernières années, notamment Donc, sur le secteur immobilier. Attention aux obligations émises par les banques, c'est ça? Non, je dis attention à l'augmentation du coût du risque dans les bilans bancaires. Oui. Pour autant, les banques restent solides. On l'a vu avec l'exemple de l'année dernière, les faillites Crédit Suisse et autres ont montré que le système était extrêmement solide aujourd'hui. D'accord. Mais pour rester sur les obligations, le choix entre le souverain, le corporate, et dans le corporate, le high yield, l'investment grade. Alors, on aime un peu toutes les sous-classes d'actifs, si je puis dire, voilà, exactement. Ouais. On a une préférence pour les obligations d'État et les obligations d'entreprise bien notées, encore une fois, mais on ne s'interdit pas. Donc l'investment grade. L'investment grade. La qualité, ce qu'on appelle la qualité. Tout à fait. Mais on ne s'interdit pas non plus d'aller sur des segments de marché un peu plus risqués, dits un peu plus risqués, parce qu'encore une fois, on n'anticipe pas de choc systémique en 2024. Donc, le rendement procuré par ces classes d'actifs permettra d'apporter un surcroît de performance, un surcroît de rendement dans nos allocations. Le high yield, on peut encore y aller de façon mesurée. Et pas exclu. Exclu. Sur certains profils, encore une fois, sur certaines thématiques, etc. Vous n'attendez pas une déferlante de défauts, c'est ça en fait? Pas du tout. D'accord. Vous vouliez nous parler aussi de l'obligataire émergent? Oui, alors en quelques mots, effectivement, si le mécanisme de baisse des taux aux États-Unis se met en place, effectivement, l'attractivité sur l'actif dollar sera un petit peu moins fort. Et en règle générale, historiquement, il apparaît que la dette émergente est une excellente alternative, une excellente diversification dans son allocation. C'est quelque chose que nous regardons de près. On vient de parler des obligations. Avant de parler des actions, le monétaire quand même. Ça a été quelque chose de fort en 2023, compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Ça vaudra toujours le coup d'en faire du monétaire en 2024? Oui, je pense que oui. Le monétaire, attention, est une classe d'actifs très très intéressante. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas connu des niveaux de rendement aussi élevés sur le monétaire. Ça a rapporté du combien? Du 4? En 2023, vous êtes un peu optimiste, mais en 2023, on est plutôt autour de 3,2, 3,3%. Mais avec des actifs quasiment sans risque. Donc je dirais que pour ceux qui en ont, on peut le conserver, et pour ceux qui n'en ont pas, peuvent en acheter en attendant de trouver d'autres opportunités sur d'autres classes d'actifs au cours de l'année 2024. Alors les actions, David, quelle thématique, quelle zone géographique favoriser cette année? Alors, je dirais, on aime toutes les actions. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que même les chinoises. C'est un cas potentiellement les chinoises. Potentiellement. On attend quelques éléments. D'accord. Mais je dirais qu'on aime toutes les actions parce que effectivement, dans un scénario de croissance un peu molle, les valeurs de croissance justement vont être à nouveau recherchées. D'accord. Même si les valorisations sont un peu plus élevées. Surtout les 7 magnifiques américaines. Surtout les 7 magnifiques américaines. Mais on pense globalement que le secteur de la technologie, des semi-conducteurs, etc. devrait rester porteur sur l'année 2024. Ça, c'est le premier thème. Évidemment, à côté de ça, on reste convaincu qu'un certain nombre de valeurs dites plus décotées représentent des opportunités dans des secteurs plus traditionnels. Je peux prendre l'exemple par exemple de l'hôtellerie avec l'arrivée des Jeux Olympiques en France cet été. Je peux vous parler de la chimie qui a beaucoup baissé en 2023 ou encore de l'immobilier qui pourrait être un point d'inflexion pour les secteurs. Il n'est pas trop tôt là pour revenir sur les, 2024, c'est les foncières cotées. Et ça pourrait être un point d'inflexion justement pour 2024. Donc voilà, tous ces secteurs-là paraissent attractifs aussi et pourraient représenter une autre composante de nos portefeuilles. On a l'envie en ce début 2024 d'avoir des portefeuilles très équilibrés en termes de style et puis en termes de zone géographique, ça j'imagine que vous l'avez compris. Et autre chose que je voulais vous demander, géographie justement. Alors, il y a toujours ce fameux match action américaine, action européenne. Vous êtes pour les deux ou On a les deux. On a des deux. Qui vous on plaît a des davantage. deux. Je vais vous expliquer pourquoi. On pense que la partie croissance viendra davantage des États-Unis, donc on n'a pas envie de s'en prévenir. Voilà. Mais pour des raisons de valorisation, les marchés européens sont historiquement très peu valorisés.
Et donc, on a envie aussi de détenir des actifs européens. Même si l'économie est moins florissante. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Voilà. Mmh. Peut-être, je pourrais rajouter en conclusion, Oui. pour les plus audacieux, pour les plus curieux, si je puis dire, un petit retour sur les small et mid cap, Oui, c'est vrai. qui a beaucoup baissé ces dernières Et ça années, fait quelques années déjà. en lien Ouais. avec l'augmentation des taux directeurs. Ouais. Mais encore une fois, si le scénario de baisse des taux venait à se produire en 2024, alors les mid et small cap pourraient être un bon challenger et un bon performeur, j'allais dire, pour l'année. Eh bien, écoutez, on verra si 2024 est l'année du réveil des small et mid caps. Merci beaucoup, David Taïeb, Merci Vincent. d'avoir été avec nous pour ce coup d'œil dans le rétroviseur de 2023 et ses perspectives 2024. Au revoir. Au revoir. Comme promis, dans ce webinaire Siena IM, on vous retrouve Xavier Collot pour évoquer les ambitions de l'expertise en gestion cotée de Siena IM en 2024. La façon aussi dont vous vous positionnez dans le cadre de la loi Industrie Verte, c'est important, c'est un grand rendez-vous de cette année 2024. Tout d'abord, pour fixer le cadre, quelle est votre feuille de route pour 2024 ? Alors, comme toujours, une feuille de route bien remplie et on est très satisfait de pouvoir la remplir ainsi. Notre grande ligne de conduite pour 2024, c'est d'accompagner les entreprises dans cette transition juste, cette transition énergétique. À ce titre-là, on va s'inscrire bien entendu dans le fil d'Ariane de la loi Industrie Verte, mais également celui du partage de la valeur. Ça, c'est un des éléments clés de notre feuille de route au sein de Siena. Donc ça veut dire des gammes de produits adaptées et en réponse aux besoins pour accompagner nos clients, nos partenaires, nos distributeurs, pour avoir les meilleures solutions d'investissement, d'apporter de la co-création, bien entendu, à l'écoute de nos clients pour être en proximité avec leurs besoins. On peut imaginer, et compte tenu de la taille de notre entreprise, nous sommes très agiles et nous avons cette capacité d'accompagner nos clients en proximité, à leur écoute. Travailler sur une trajectoire climat, c'est fondamental et Siena, dans sa globalité, sur l'ensemble des expertises, nous travaillons sur notre trajectoire climat, horizon 2040, et nous aurons des annonces importantes à faire courant de juin de cette année, à travers cette trajectoire climat. Bien entendu, c'est remettre de l'intensité et continuer à mettre de l'intensité sur les performances de gestion, que je salue au titre de 2023 pour l'ensemble des équipes des gestions, sur l'ensemble de nos moteurs, mais de continuer dans cette trajectoire de performance, bien entendu, pour nos clients, par rapport à nos engagements de performance dans le temps, et répondre à ces grands critères de transformation des labels, bien entendu, puisque vous savez que le label ISR est en cours d'évolution, et nous accompagnerons, bien entendu, l'évolution de ce label à travers nos gestions. Alors, vous avez évoqué la loi Industrie Verte. Avant de nous dire comment vous adaptez vos solutions d'épargne justement à ce contexte pour répondre aux besoins des épargnants, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes lignes de cette loi ? Alors, c'est une loi dont les décrets ne sont pas encore publiés, donc je n'en donnerai que les grandes lignes. Bien entendu, l'histoire de l'industrie verte, c'est davantage de flécher l'épargne vers l'économie productive, permettant cette transition juste dans le temps, transition des entreprises. Pour se transformer, il faut financer, et c'est l'idée de l'industrie verte, c'est de fabriquer cette épargne longue permettant d'apporter ce supplément à cette industrie. Alors, on va s'inscrire dans cette loi Industrie Verte à travers quoi ? À travers des dispositifs d'épargne long terme que sont les PER, plans d'épargne retraite, mais également l'assurance vie, dans lesquels il est proposé des nouvelles grilles de gestion pilotée, beaucoup plus audacieuses, qui vont intégrer d'ailleurs une part d'actifs non cotés, les actifs non cotés étant ni plus ni moins la capacité d'offrir, démocratiser l'accès à une classe d'actifs qui s'appelle le capital investissement, la dette privée. Donc ça s'appelle la loi Industrie Verte, et dans cette loi, on va proposer des briques et des solutions d'investissement qui vont financer l'économie, qui vont financer des entreprises privées, qui ne sont pas listées, qui ne sont pas cotées en bourse, permettant de les accompagner dans ce financement. Alors, ça veut dire que vous aurez des grilles de gestion pilotées qui donneront accès, démocratiseront l'accès au capital privé. Ce qu'on appelle le private equity aussi. Ce qu'on appelle le private equity, ce qui n'est pas accessible à tous aujourd'hui. Demain, ça sera démocratisé à travers la gestion pilotée des dispositifs d'épargne, qu'ils soient à travers l'assurance vie, qu'ils soient à travers l'épargne retraite, bien entendu. Et donc, c'est un moment de changement important, puisque ça sera à partir d'octobre 2024, sur lesquels l'ensemble des acteurs proposeront des solutions d'investissement. Et bien entendu, vous comprenez que Siena IM se positionne sur cette
vous comprenez bien que Siena IM a tout son rôle à jouer. Vous êtes multi-expertise. On est multi-expertise, donc il y a une porosité extrêmement forte entre nos expertises et donc nous apporterons l'ensemble des solutions adéquates à l'ensemble de nos partenaires. Que prévoyez-vous pour vos fonds thématiques en 2024 ? Alors, des évolutions bien entendu beaucoup plus concentrées sur la transition, le bas carbone, l'environnement vert, bien entendu, et ce qui est important. Et donc, on est en train d'adapter nos solutions d'investissement par le lancement de fonds de type FCPR Evergreen, c'est-à-dire des fonds de private equity qui favorisent le capital investissement sur la durée, des fonds qui vont s'inscrire parfaitement dans les dispositifs d'épargne salariale à travers des actifs privés de long terme. Et donc, c'est des ouvertures extrêmement intéressantes qui répondent aussi aux besoins des épargnants d'avoir davantage de rendement dans le cadre d'une capitalisation pour leur retraite. Et un mot des institutionnels, comment est-ce que vous répondez à leurs attentes ? Alors, les institutionnels sont aujourd'hui beaucoup plus positionnés, ce qu'on appelle sur les produits bas de courbe, compte tenu de l'environnement de taux, bien entendu, mais nous travaillons dorénavant sur des sujets de décarbonation, puisqu'il y a un intérêt extrêmement fort des institutionnels à décarboner leurs actifs, et donc nous travaillons sur des solutions plutôt sur mesure dans cet angle-là. Écoutez, ce sera le mot de la fin de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup Xavier Collot d'avoir été avec nous, directeur général de l'expertise gestion cotée de Siena IM. On remercie bien entendu aussi David Taïeb qui était avec nous tout à l'heure, directeur des investissements de l'expertise en gestion cotée de Siena IM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire.